Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'annonce de la reprise future des recherches du MH370. On va se concentrer dans cette vidéo sur la zone qui est prévue d'être explorée, tout du moins les informations que l'on a pour l'instant à ce niveau-là. Alors comme vous le savez, depuis le 20 décembre 2024, la Malaisie a enfin donné son feu vert à Ocean Infinity pour reprendre les recherches du MH370 en 2025. Alors, reste encore à finaliser l'accord prévoyant une prime de 70 millions de dollars dans le cas où Ocean Infinity trouverait le MH370. Certaines infos semblent indiquer que les choses pourraient aller assez vite et que cela devrait être signé en janvier, voire février 2025 pour une reprise des recherches quasiment dans la foulée, dans les semaines qui suivraient. Mais la question qui m'intéresse le plus, c'est pour aller chercher où. On va d'abord déjà voir qui décide où chercher, parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas actuellement, si ce sont les Malaisiens qui définissent une zone, ou les Australiens, ou alors si c'est Ocean Infinity. Alors, depuis maintenant 2 ans, Ocean Infinity s'est porté volontaire pour retourner chercher. La société s'est rapprochée de plusieurs groupes d'experts ayant proposé des zones de recherche. Alors, je vais peut-être décevoir certains d'entre vous qui me suivent, mais je n'en fais pas partie. Déjà parce que je n'ai jamais eu de contact direct avec Ocean Infinity, je n'ai pas la visibilité de certains sur cette affaire au niveau international. Mais il faut savoir que ma zone, définie en 2016, est trop vaste et ne reposait pas sur des calculs précis, mais sur une analyse par élimination des probabilités les plus faibles. Vous trouverez sur ma chaîne une vidéo complète sur la façon dont j'avais défini cette zone à l'époque. Je savais donc que je ne risquais pas de convaincre Ocean Infinity parce que la zone était trop grande. Mais aussi parce qu'entre-temps, 2 personnes ont fait un travail bien plus détaillé et qui aboutissait à une zone en plein milieu de la zone que j'avais définie déjà à l'époque. Une zone plus petite, basée sur des calculs rigoureux, que ce soit pour la trajectoire de vol, les données BTO-BFO pour les comparer aux données enregistrées par Inmarsat, et qui a le mérite d'être, selon moi, la traduction parfaite de tout ce que je ne cesse de dire depuis le début. Ces 2 personnes, il s'agit de Patrick Blailey et de Jean-Luc Marchand. Alors, ceux qui me suivent dans mes vidéos savent que je cite régulièrement leurs travaux et j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos pour les exposer. Pourtant, à mon grand regret, la zone de Patrick Blailey et de Jean-Luc Marchand ne fait pas partie de celle envisagée par Ocean Infinity. Pourquoi ? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant, il peut être intéressant de connaître les différentes zones qui ont été proposées à Ocean Infinity et les groupes associés. Il faut savoir que c'est Ocean Infinity qui a défini cette zone et qui l'a proposée au gouvernement malaisien. On va donc d'abord voir les différents groupes d'experts. On va commencer par l'Independent Group, plus connu sous le nom de l'IG, et également Victor Lianello, qui est un des principaux membres de ce groupe. Ceux qui suivent le MH370 savent ce qu'est l'Independent Group. C'est un groupe de mathématiciens et de physiciens qui ont œuvré très tôt dans le cas du MH370, notamment pour affiner les données satellites, à savoir les BTO et les BFO d'Inmarsat. Ce groupe est à l'origine de nombreuses déclarations et rapports. Ils ont étudié de nombreux scénarios pour voir comment les données se comporteraient. Au cours de mes travaux de 2015 à 2019, j'ai lu la totalité de leurs publications qui m'ont d'ailleurs permis de mieux comprendre les BTO et les BFO, mais surtout de m'en faire ma propre idée. Ces publications étaient très souvent extrêmement techniques, autrement dit imbuvables pour le grand public, mais même pour moi au début. Je n'ai pas les compétences pour faire leurs calculs, mais je me suis efforcé de les comprendre pour mieux évaluer la viabilité et surtout la précision que l'on pouvait avoir avec ces BTO et BFO. Leur travail a été une mine d'or pour moi.
Toutefois, j'ai régulièrement eu des divergences avec certaines de leurs prises de position et certains détails dans certaines de leurs études. Tous leurs travaux sont basés sur des études purement, ça il faut le savoir, purement mathématiques, et voire même statistiques, et certains aspects aéronautiques étaient selon moi pas toujours correctement appréhendés. Mais le point le plus important sur lequel j'ai toujours été en désaccord avec eux, c'est sur leur insistance à toujours rester proche du 7e arc, en considérant que personne ne pouvait être aux commandes à la fin. Et c'est selon moi la plus grosse erreur qu'ils ont fait depuis le début, car leurs préconisations ont été largement écoutées par les enquêteurs, mais aussi par Ocean Infinity en 2018, car il faut savoir que lors de la première campagne d'Ocean Infinity que la société avait menée, elle était basée sur une zone qui était recommandée par l'Independent Group. Et à savoir que cette zone recommandait déjà à l'époque de chercher environ 30 nautiques de part et d'autre du 7e arc. Et déjà à l'époque, j'étais très critique sur ce point pour 2 raisons. Premièrement, déjà chercher à l'intérieur du 7e arc avait peu d'intérêt selon moi, car l'avion avait une route au sud entre le 6e et le 7e arc. Je considérais donc qu'il était préférable de privilégier plutôt une zone au sud du 7e arc, puisque l'avion se dirigeait dans cette direction. Il n'y a pas de raison que l'avion ait fait un demi-tour entre-temps. Ensuite, parce que l'hypothèse principale qui avait mené à cette délimitation était que personne n'avait touché aux commandes à la fin. L'Independent Group se défendait en disant qu'il n'y avait aucune preuve que quelqu'un pilotait l'avion à la fin. Ce à quoi je répondais qu'il n'y avait pas plus de preuves que personne ne pilotait pas l'avion non plus. Alors, faut-il pour autant leur reprocher ? Pas nécessairement. On était donc dans un positionnement face à une hypothèse qui était nécessaire si l'on voulait définir une zone de recherche. Il était impossible de savoir qui pouvait avoir raison sur ce point. Et même encore aujourd'hui, il n'y a pas de preuve irréfutable. Cependant, la zone recommandée par l'Independent Group en 2018 et qui a été fouillée par Ocean Infinity n'a rien donné. Une fois la zone balayée, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient rien trouvé. Ocean Infinity s'est alors posé la question de savoir dans quelle direction continuer les recherches. Et c'est là qu'ils ont fait, selon moi, une deuxième erreur. L'Independent Group a recommandé de continuer à chercher le long du 7e arc en remontant vers le nord. Déjà à l'époque, quand je suivais les recherches au jour le jour, j'avais vivement critiqué cette décision en affirmant que les chances de retrouver l'avion s'éloignaient. Au final, ça a fait chou blanc. J'espérais que cet échec des recherches allait finir par ouvrir les yeux aux membres de l'Independent Group et qu'ils allaient enfin considérer l'hypothèse d'une fin de vol pilotée. En fait, l'Independent Group s'est toujours montré réticent à envisager cette possibilité, et même encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne voulaient pas avouer s'être trompés dès le départ. Alors, j'admire leur travail et leur rigueur. Cependant, leur raisonnement est selon moi trop mathématique et ne prend pas en compte suffisamment certains faits indiscutables, à savoir que cet avion a été piloté pendant la première heure de la disparition. D'autant qu'en plus, ce qui est assez surprenant, c'est que leurs travaux l'attestent. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où l'avion a été piloté pendant la première heure, mais pas à la fin. À aucun moment, ils n'ont considéré que cela pouvait être le cas à la fin. Pourquoi ? Cela relève plus d'une prise de position et, selon moi-même, d'une rigidité dogmatique que personnellement je ne m'explique pas. Le constat est que l'Independent Group n'a pas permis de trouver l'avion lors de la première campagne de Ocean Infinity. Alors pourquoi l'Independent Group en serait-il plus capable aujourd'hui ? Force est de reconnaître que la réputation que s'est forgée l'Independent Group auprès des autorités malaisiennes et australiennes leur a donné un accès privilégié à certains contacts clés, dont Ocean Infinity, et que leur avis compte beaucoup, même encore aujourd'hui, et peut-être un peu trop même. Aujourd'hui, ce que dit l'Independent Group est un peu parole d'évangile dans le cas du MH370, mais force est de reconnaître que pour l'instant, rien ne permet de dire qu'ils ont plus raison qu'un autre groupe.
Leur recommandation pour cette nouvelle campagne de recherche consiste à investiguer des petites zones non couvertes lors de la première campagne, toujours à nouveau le long de ce 7e arc, dans la zone qui a déjà été explorée, et à étendre autour du 7e arc, que ce soit vers l'extérieur de l'arc, mais aussi vers l'intérieur de l'arc. C'est pour ça qu'on voit ces 2 zones de chaque côté de l'arc. Et c'est encore une grosse erreur de penser ainsi, selon moi. Et cela me déçoit qu'on les ait écoutés encore là-dessus. La zone à l'intérieur du cercle est une perte de temps et un gâchis de temps et de moyens pour les mêmes raisons que j'évoquais déjà en 2018. L'Independent Group persiste dans cette voie. L'avion avait une route vers le sud pendant 6 heures. Pourquoi aurait-il fait brutalement demi-tour à la fin ? Encore plus avec quelqu'un aux commandes. Bref, selon moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, ça reste mon avis. L'Independent Group avait également identifié des trous dans les zones couvertes lors de la première campagne d'Ocean Infinity et recommande justement d'aller les investiguer. Personnellement, je suis très dubitatif sur l'intérêt d'aller chercher dans ces zones qui ont, selon moi, peu de chances d'être fructueuses. On va parler maintenant d'un deuxième groupe, plutôt d'une deuxième personne, qui est Richard Godfrey. Alors on va être direct, Richard Godfrey est l'un des grands gagnants de la nouvelle zone envisagée. Mais soyons honnêtes, il y a du bon dans la zone qu'il a aussi définie. Autant la méthode utilisant le WSPR est discutable, autant la zone qu'il a définie vient partiellement dans la zone que je préconise depuis des années. Lorsque Richard Godfrey avait publié ses travaux sur le WSPR, je m'étais montré très dubitatif sur la fiabilité de la méthode et je n'étais pas le seul. L'inventeur même du WSPR avait publiquement émis des réticences sur la possibilité d'utiliser cette technique pour retracer le trajet de l'avion. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait sur ce sujet parce que j'ai pas mal décortiqué ce qu'est le WSPR pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'il en est. Je ne vais pas redétailler tout ça ici. Richard Godfrey a persévéré et s'est allié à un autre chercheur qui s'appelle Simon Maskell de l'université de Liverpool. Alors, Simon Maskell, c'est une personne qui est spécialisée dans le génie électrique, électronique et informatique. Et il aurait surtout travaillé sur une méthode statistique appliquée au WSPR. Cela peut sembler sérieux, mais je tiens à rappeler que faire des statistiques sur une méthode déjà controversée ne peut amener qu'à des résultats forcément orientés. Mais après tout, pourquoi pas ? Les premières études de WSPR de Richard Godfrey étaient très discutables, allant jusqu'à dire que l'avion avait même fait un hippodrome d'attente au large de l'Indonésie. Affirmer une telle chose uniquement avec le WSPR, c'est totalement illusoire. Sans parler des zigzags sur la partie finale qui est, selon moi, totalement irréaliste, le point initial final de Richard Godfrey était le point que l'on voit sur cette carte ici, POI Godfrey 1, et qui est pour moi beaucoup trop au nord. Toutefois, il y a un élément que Richard Godfrey a réussi à imposer avec cette étude, et dont je me satisfais néanmoins, c'est le fait que quelqu'un était aux commandes tout le long de ce vol et même à la fin. Et soyons honnêtes, je soutiens à 100% Richard Godfrey sur ce point. D'autant que je sais que ça n'était pas son avis au début des travaux, lorsqu'il travaillait avec l'Independent Group. Il a donc pris conscience que l'hypothèse de personne aux commandes à la fin du vol avait du plomb dans l'aile. Au fur et à mesure des mois, Richard Godfrey a affiné son modèle, fait des études comparatives avec d'autres vols pour tenter de crédibiliser son modèle. Et il a acquis une grande confiance dans sa méthode. En ce qui me concerne, je reste très sceptique même après avoir lu tous ses travaux. Plusieurs raisons à cela. D'abord, considérer qu'une perturbation dans le spectre haute fréquence, à savoir la HF, est forcément due à un avion qui croise le faisceau HF et qui influe sur le signal, cela repose pour moi sur une croyance qui est absolument personnelle, qui à l'heure d'aujourd'hui, et il faut le savoir, n'a jamais été validée scientifiquement. L'idée est certes intéressante et je salue cette tentative, mais on ne peut pas le prouver.
Alors dire que cette perturbation est forcément le MH370, c'est aller peut-être un peu trop vite en besogne. C'est comme en gros, pour vous donner un exemple plus simple, c'est comme si vous entendiez de chez vous le bruit d'une plaque d'égout et que vous vous disiez que c'est forcément une voiture qui passe dessus et que vous en déduisiez même que c'est forcément la voiture de votre voisin. Alors que ça peut tout aussi bien être une moto, un livreur de colis, voire même un chien. Donc vous comprenez pourquoi je suis très prudent sur la confiance que l'on peut accorder à cette méthode. Si le point initial de ces recherches était très au nord, Richard s'est aussi rapproché de Blaine Gibson, qu'on va parler juste après, et il a ensuite déplacé son point plus au sud, comme vous pouvez le voir ici, avec le point POI Godfrey 2. On va voir sur la base de quoi Richard Godfrey a déplacé ce point-là. On va donc parler maintenant des travaux de Blaine Gibson. Alors Blaine Gibson, c'est un peu le surnom qu'on lui a donné, c'est le Indiana Jones du MH370. En fait, c'est la personne qui a récupéré le plus de débris du MH370. Il a arpenté les plages, il est allé voir les locaux sur différentes zones à Madagascar, en Afrique du Sud, pour essayer de retrouver des pièces. Alors c'est une personne, il faut savoir, qui est quand même très décriée par certaines personnes, notamment Guylain Watrolo, et met de gros doutes sur lui. Il fait pourtant partie des rares personnes qui se sont investies à fond dans le MH370. Personnellement, je pense, pour avoir pu discuter avec lui un peu, je pense que son objectif est réellement d'aider les familles. Et il faut reconnaître que son action ces dernières années a été essentielle pour relancer les recherches. Il est notamment intervenu plus récemment dans un rassemblement sur la recherche et le sauvetage en Malaisie en septembre et avait justement des contacts réguliers avec Ocean Infinity. Nul doute que son investissement actif a contribué à cette reprise des recherches. Et il faut saluer cela, plutôt que de le calomnier comme a pu le faire Jeff Wise en le désignant comme un agent secret américain, puis après un agent secret russe. Ces dernières années, il faut savoir que Blaine Gibson s'est rapproché de Charita Patiarachi, un professeur d'océanographie de l'Université d'Australie occidentale, qui avait travaillé sur des modèles de dérive de débris et notamment pour le flaperon retrouvé à La Réunion en 2015. Et leurs études privilégient une zone assez au nord, mais assez proche de Richard Godfrey. Raison certainement pour laquelle Richard Godfrey et Blaine Gibson ont fini par se rapprocher. Cela permettait justement d'appuyer la théorie de l'un et de l'autre, donc ils se complémentaient quelque part. Cela a amené Godfrey à descendre sa zone plus au sud, ce qui est, selon moi, plus viable. Je considère qu'il faut rester au sud de la faille de Broken Ridge que vous voyez sur l'image, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin. S'il y a bien un point avec lequel je suis d'accord avec les zones de Richard Godfrey et de Blaine Gibson, c'est que l'on est du bon côté du 7e arc. Et j'ai toujours milité pour aller plus à l'extérieur du 7e arc, considérant que si l'on restait trop proche du 7e arc, on restait dans l'hypothèse de personne aux commandes. Là, clairement, leur zone privilégie une fin de vol pilotée. Toutefois, j'accorde une confiance modérée au calcul de dérive des débris, surtout quand ils sont faits sur une durée aussi importante que dans le cas d'ici, de minimum 15 mois. C'est très imprécis. Déjà avec l'Air France 447, ça n'a pas été précis sur 6 jours, alors 15 mois. On verra un petit peu plus loin sur le cas de l'Air France 447, pourquoi ça n'a pas été suffisamment précis, et vous verrez que c'est assez intéressant ce qu'on peut en déduire comme enseignement. Bref, il n'est donc pas surprenant que les lignes de Blaine Gibson et de Richard Godfrey s'étendent sur une grande distance parce que justement ces calculs de dérive sont relativement imprécis. Il est très difficile de pouvoir déterminer un point d'origine très précis pour un calcul de dérive de 15 mois. On va brièvement parler maintenant d'un autre, je ne dirais pas groupe, mais d'une autre personne dont on a parlé assez récemment sur ma chaîne, il y a à peine, je crois, peut-être un mois. C'est Vincent Line. Et c'est le grand perdant de cette nouvelle zone de recherche. Elle est bien trop éloignée du 7e arc, comme vous pouvez le voir. Alors je vous renvoie vers ma vidéo publiée justement il y a quelques mois,
dans laquelle je passe en revue ces études et les griefs que je peux avoir dessus. J'avais notamment pointé du doigt une utilisation très orientée du BFO, peu convaincante, des analyses de dérives de débris trop orientées là encore, et des erreurs d'interprétation des données, notamment en ce qui concernait ce qui avait été trouvé dans le simulateur au domicile du commandant de bord, où je le reprochais de dire que c'était en fait une trajectoire, alors que ce n'est pas du tout une trajectoire qu'on a retrouvée dans le simulateur du commandant de bord, mais des points. Et l'interprétation qu'il en a faite est totalement erronée. On va passer maintenant au dernier groupe, que vous connaissez déjà parce que je l'ai abordé régulièrement, c'est Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand. Alors, si vous me suivez, vous savez que c'est l'étude qui m'a le plus convaincu. Il s'agit de 2 Français, donc forcément, quand on discute entre nous, entre Français, on se comprend mieux, mais ça n'est pas la raison pour laquelle ils m'ont convaincu. En fait, ce qui m'a convaincu, c'est leur méthode. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai souvent reproché une approche trop mathématique et statistique du problème dans la définition des zones de recherche, particulièrement par l'Independent Group. Or, on a affaire à un avion avec des contraintes aérodynamiques, des contraintes de carburant, et cela n'a pas été suffisamment pris en considération par l'Independent Group. Pourtant, il faut savoir que l'IG avait travaillé avec des pilotes, j'en cite 2, Byron Bailey ou encore Simon Hardy, mais leurs remarques ne semblent pas toujours avoir été prises en compte. Dans ce groupe, les mathématiques devaient primer. Un scientifique accorde parfois une importance trop grande aux chiffres, et un pilote de ligne doit être en mesure de leur montrer que ça ne peut pas toujours fonctionner dans le cas d'un avion, et ce, même si les chiffres pouvaient sembler indiquer le contraire. Et l'association de Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand est très intéressante car elle associe justement ces 2 mondes, puisque Patrick Blailly est un ancien pilote de ligne à la retraite et Jean-Luc Marchand, un ancien spécialiste en radio-télécommunication et en radar. Et donc chacun a su collaborer pour arriver à une étude qui est, selon moi, un parfait exemple de modération entre les 2 mondes. Et c'est d'ailleurs, ça il faut le savoir, la seule étude qui a publié une trajectoire dans l'océan Indien qui est en totale correspondance avec les données de BTO et de BFO d'Inmarsat, c'est-à-dire dans les tolérances officiellement admises, sans qu'il n'y ait le moindre défaut dans les aspects aérodynamiques et les correspondances en carburant. Bref, un exploit quoi. Si cette trajectoire colle avec toutes les données, est-ce que cela signifie que c'est donc la seule trajectoire possible empruntée par le MH370 ? Eh bien, pas nécessairement. Les choses sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Cependant, aucun autre groupe n'avait réussi avant eux à produire une trajectoire correspondant parfaitement aux données. De même qu'avant eux, personne n'avait réussi à reproduire le demi-tour à Igari. Plusieurs points me rapprochent de Patrick Blailly et de Jean-Luc Marchand. Déjà, Patrick en est arrivé à la même conclusion que moi, à savoir que seul un pilote expérimenté et connaissant bien le Boeing 777 était la seule explication possible. Lui est pilote, moi contrôleur aérien. On a donc une culture aéronautique similaire, mais chacun avec une expérience différente, et on en est arrivé à la même conclusion, parce qu'on a pris l'affaire dans le même sens, à savoir comprendre le fonctionnement de l'avion pour tenter de trouver des explications, et cela nous a amené à la même conclusion. Donc, on partage cette même présomption de considérer que l'avion ait pu être piloté à la fin. Donc on est sur la même longueur d'onde quand il s'agit de dire qu'il faut chercher au-delà du 7e arc et donc plus au sud. Autre point, la zone de Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand est en plein dans la zone que je dis depuis le début. Mais ils ont aussi établi une autre correspondance possible avec les images de débris supposées détectées par des satellites, à savoir les satellites Pléiades et Cosmos, comme on peut le voir sur la carte où vous avez justement ces informations concernant ces détections. Et les courants majoritaires provenant de la zone qu'ils ont définie
concorderait avec ces images. Alors si leur zone semble être la plus crédible, pourquoi ne fait-elle pas partie de celle que prévoit Ocean Infinity ? On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a un premier point qui est important à comprendre, c'est l'occupation médiatique. Il faut croire que les relations sont plus étroites avec les autres groupes qui ont fait du lobbying bien plus développé auprès des médias internationaux. Il faut savoir que Richard Godfrey a régulièrement communiqué avec des journalistes, principalement aéronautiques, et il semblerait qu'il ait des contacts qui l'y ont aidé là-dessus. La visibilité de leurs travaux, à savoir Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand, a été assez limitée, même si j'ai essayé de largement la contribuer pour les exposer sur ma chaîne YouTube quand ils étaient sortis. Mais en ce qui me concerne, j'ai une visibilité qui est assez limitée et principalement limitée à la France. Je n'ai pas voulu avoir une visibilité plus internationale. Alors il y a bien Monter Pilot qui a publié une vidéo et lui a une bien meilleure audience et il parle des travaux de Patrick Blailey et de Jean-Luc Marchand. Cependant, cela n'a pas suffi. Toutefois, il y a bien un espoir qu'ils aillent chercher quand même un peu dans ce secteur et on verra un petit peu plus loin. Petite question qui peut être intéressante à poser, c'est que pense l'Independent Group des travaux de Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand ? Alors, ils n'ont jamais vraiment communiqué publiquement sur le sujet, mais en coulisses, certains membres ont réfuté certaines analyses et certains calculs. Pourtant, les leurs sont parfois loin d'être exemptes de défauts. Si certaines de leurs remarques ont été pertinentes et ont amené notamment Jean-Luc à revoir certains détails, ils n'ont jamais été convaincus par les travaux de Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand. Pourquoi ? Il y a 2 raisons à cela selon moi. Premièrement, ils ont toujours eu du mal à envisager une fin de vol pilotée, je l'ai déjà dit, parce que certains chiffres de leurs équations leur suggéraient le contraire. Or, Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand ont donné une explication à ceci dans leur étude. Et cette explication, elle est tout à fait recevable. Mais aussi parce que reconnaître une telle chose de la part de l'Independent Group représenterait un virage presque à 180 degrés, les amenant à reconsidérer tout ce qu'ils avaient pu dire ou faire jusque-là. Certaines affirmations dans leur dernière étude laissent entrevoir, quand on lit entre les mots, qu'ils s'ouvrent timidement à cette hypothèse, mais sans pour autant le reconnaître clairement. Leur zone, d'ailleurs, s'est étonnamment déplacée un peu vers la zone de Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand, jusqu'à même l'englober en partie, sans qu'ils ne donnent d'explication précise. Certaines suppositions dans ce déplacement posent même des incohérences en termes de courant marin par rapport à ce qu'ils disaient précédemment dans leurs autres études. Alors faut-il y voir aussi une fierté américaine ou anglo-saxonne en ne voulant pas reconnaître que le travail de 2 petits Français serait tout à fait recevable ? Cela n'est pas à exclure. Ça n'est que mon avis personnel. Il faut savoir que Patrick Blailey et Jean-Luc Marchand ne font pas partie de ce cercle des mathématiciens et physiciens. Par conséquent, il est possible que les membres de l'Independent Group accordent moins d'importance à leurs travaux parce qu'ils ne font pas partie un petit peu de ce cercle. Les mathématiques pour eux ne mentent jamais. Alors, c'est vrai, mais quand on injecte des variables qui reposent sur des hypothèses, il faut être conscient que cela peut justement faire que l'on s'écarte de la réalité. Et c'est tout le problème des hypothèses qui, par définition, ne sont pas certaines à 100%. Faire des calculs basés sur des hypothèses est pertinent si l'hypothèse est juste, mais elle ne l'est pas si elles sont incorrectes. Et c'est toute la difficulté de la tâche consistant à définir une zone crédible pour le MH370. Quand on ne trouve rien dans une zone, ce qui a été le cas dans les recherches précédentes, il faut pouvoir reconnaître que certains paramètres que l'on a pris pour définir cette zone sont donc incorrects. Et se poser la question de pourquoi ces paramètres ont-ils été incorrects ? Si c'est basé sur des hypothèses, alors il faut peut-être reconsidérer ces hypothèses. Et ça, je n'ai eu de cesse de le faire noter, et j'insiste là-dessus. Et c'est là que ça peut être intéressant de rappeler une chose concernant l'Air France 447. Pourquoi a-t-on mis 2 ans pour trouver l'épave de l'Air France 447 ? Pour avoir passé en revue tous les rapports officiels,
j'ai une suffisamment bonne idée pour expliquer pourquoi on a fait fausse route au début. Je rappelle que l'on a repêché les premiers débris 6 jours après le crash. Les enquêteurs ont alors mandaté des études de rétrodérive pour tenter de remonter le trajet emprunté par les débris et tenter de trouver le point d'origine pour pouvoir aller explorer le fond marin à ces endroits-là. Plusieurs études ont été réalisées, et il faut savoir, avec des modèles de courants différents. Ces recherches ont permis de concentrer dans des zones qui avaient été délimitées à partir de ces courants, qui étaient des zones qui étaient souvent très éloignées les unes des autres, et elles n'ont rien donné. Pourtant, rapidement après la disparition de l'avion, certains analystes préconisaient une étude beaucoup plus simple et rationnelle sur la base d'un constat pragmatique. Les vitesses relevées dans les derniers instants de l'Air France 447 montraient une vitesse R anormalement faible, suggérant ainsi une vitesse sol relativement faible également. Il fallait donc, selon eux, se concentrer les recherches proches de la dernière position connue de l'avion. Or, les recherches qui se déroulaient à l'époque sur la base de ces calculs de dérive se situaient finalement trop loin de cette position. Et ce n'est que l'analyse ultérieure de données sonar qui avait été enregistrée par un sous-marin français qui était justement dans les recherches à l'époque. Ce sont cette analyse ultérieure qui a permis de redéfinir une nouvelle zone où on a ensuite trouvé l'épave. Et devinez quoi ? L'avion était très proche de sa dernière position, puisqu'il avait décroché et que sa vitesse sol était alors très faible. Or, les enquêteurs avaient toujours considéré que chercher trop proche ne pouvait pas correspondre, puisque l'avion ne pouvait pas voler aussi lentement. Alors, ne pourrait-on pas appliquer cette même méthode pragmatique au MH370 ? Alors, on n'est pas dans le même cas d'un avion qui décroche. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut aller chercher proche de la dernière zone et donc proche du 7e arc. Parce qu'il faut savoir que ce que l'on a, le 7e arc, ce n'est pas l'endroit où l'avion s'est crashé, c'est l'endroit où l'avion a émis son dernier message vers le satellite. Mais il était en vol. Mais à quelle altitude il était et combien de temps il a continué à voler derrière, ça, on ne le sait pas et on ne peut pas le savoir à l'heure actuelle. On sait que l'avion était à une route sud et une vitesse assez élevée entre le 6e et le 7e arc. Donc, si on fait une analyse pragmatique et simple, cela veut dire que ça ne sert à rien de se concentrer trop près du 7e arc, et encore moins à l'intérieur du 7e arc. Vous comprenez pourquoi je dis que cette zone à l'intérieur du cercle n'est pas du tout pertinente. Lorsqu'elle aura été explorée, si elle est explorée, cette zone à l'intérieur de l'arc, et qu'on ne trouve rien, vous pourrez dire que je l'avais déjà prédit. Par ailleurs, je considère qu'il faut rester au sud de Broken Ridge. Pourquoi ? D'abord, à cause des images de Pléiades et de Cosmos. Il est impossible qu'un crash aussi au nord ait pu amener des débris aussi loin au sud-ouest, alors que les courants majoritaires amènent vers le nord-ouest. Alors je concède volontiers que rien ne permet de dire ce que ces satellites ont détecté étaient des débris que l'on peut attribuer avec certitude au MH370. Ça, je tiens volontiers à le concéder qu'on ne peut pas le savoir. Toutefois, certaines informations que l'on a pu obtenir de notre côté, avec Patrick et Jean-Luc, en provenance des satellites militaires français, semblent indiquer que les chances sont relativement importantes que ça soit justement des débris du MH370. Un satellite radar français qui avait été envoyé dans le secteur pour survoler cette zone montre qu'il y a bien des objets dans ce secteur, confirmant ainsi les images de Pléiades. Il y avait donc des objets dans le secteur qui apparaissaient à la fois dans le spectre visible, c'est-à-dire l'imagerie, photo, mais aussi dans le spectre électromagnétique, à savoir radar, et ce, quelques jours seulement après le crash. Je resterai toutefois assez discret sur la source de ces informations, mais je peux vous assurer que la source de cette information, elle est ultra fiable. Faut-il penser que Ocean Infinity s'arrêtera à l'issue de cette zone ? La réponse n'est pas aussi définitive qu'elle n'y paraît. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la précédente campagne d'Ocean Infinity avait couvert
la zone prévue, si je me souviens, à peu près en environ 2 mois. Mais a finalement continué pendant à peu près 2 mois supplémentaires. Alors pas dans la bonne direction comme je l'avais dit à l'époque, cela m'avait vraiment déçu qu'ils repartent plus au nord le long de ce 7e arc, alors qu'ils étaient pourtant tout proches de là où je considère que l'avion peut se trouver. Bref, je pense qu'à l'époque, on a raté l'opportunité. Donc je pense que l'on peut s'attendre à ce que Ocean Infinity, après avoir couvert cette zone, bien continue à aller chercher également un peu à l'extérieur de cette zone, ou je ne sais pas. Et j'espère justement qu'ils iront voir plus au sud et en restant sur la partie extérieure du 7e arc. Mais j'aimerais insister également sur un point en particulier. Si Ocean Infinity acceptait de renoncer à cette portion située à l'intérieur du 7e arc, cela leur permettrait de couvrir une plus grande surface à l'extérieur de l'arc, limitant par là même les trajets du navire. Et les chances de trouver l'avion seraient selon moi bien meilleures. Pour conclure, mon avis sur cette nouvelle zone de recherche est mitigé. D'une part, c'est une excellente nouvelle que les recherches reprennent. Et sur ce point, c'est peut-être intéressant également de le dire, de saluer que sans le travail acharné et passionné de toutes ces équipes que l'on a vues ici, cela n'aurait jamais vu le jour. Donc, que l'on soit d'accord ou pas avec leur méthode, tout cela a fini par aboutir à cette reprise des recherches. C'est la première fois que des équipes bénévoles et indépendantes extérieures au domaine des enquêtes obtiennent une telle chose dans le domaine des accidents aériens, à savoir relancer des recherches. Preuve que la communauté peut avoir un impact et que leur travail peut servir et avoir justement un impact significatif tel que l'on peut même relancer les recherches. Alors je dirais avant tout, même si je ne suis pas d'accord avec certaines personnes que l'on a vues ici, je dirais merci à toutes ces personnes de continuer à œuvrer pour trouver l'avion et que la vérité puisse enfin émerger. D'autre part, avoir une zone à l'intérieur du cercle montre que l'on veut encore rester dans une idée de personne aux commandes à la fin. Et j'insiste encore là-dessus, pour moi c'est une erreur. Donc j'espère vivement que Ocean Infinity ira chercher plus au sud, et particulièrement dans la zone de Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, qui est pour moi celle qui offre le plus de chances de succès. Attendons de voir quand ces recherches débuteront. Quoi qu'il en soit, je prévois de les suivre activement au jour le jour via mon compte Facebook, comme je l'ai fait pour la première campagne d'Ocean Infinity. Donc, on attend que les recherches commencent, mais avant tout, on attend que ce contrat soit signé entre Ocean Infinity et l'État malaisien, une étape après l'autre. Mais déjà, le fait que la Malaisie accepte de relancer les recherches, c'est déjà une grande victoire pour ces groupes de recherche, ces groupes d'experts indépendants qui ont tout mis en œuvre et ont passé énormément de temps pour essayer de convaincre qu'il fallait reprendre les recherches. Et ça, c'est déjà une première et une belle victoire. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y réponds systématiquement. Et attendons de voir la suite maintenant. À bientôt.